Bonjour à, alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Dacosta. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis légèrement enrhumée, donc j'ai une petite voix, mais j'espère que j'aurai la possibilité de vous bien être entendue sur les savoirs expérientiels. Alors, il est vrai qu'il n'est jamais très simple de donner une définition précise de ce qu'on nomme les savoirs expérientiels, puisque l'on parle du vécu des personnes, et il m'a semblé intéressant de commencer par la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé en 1994 à propos de la qualité de vie. Et elle le définit comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit véritablement d'un large champ conceptuel, englobant de manière complexe et la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Et vous verrez que cela prendra tout son sens lorsque je développerai par la suite les sujets des savoirs expérientiels. En tout cas sur ce qui est l'environnement. Donc nous assistons depuis plusieurs années à un développement des concepts et des postures, ainsi que de la prise en compte des connaissances et des compétences des patients dans le système de santé en lien avec leur vécu. Et ces personnes sont définies comme, souvent comme père aidant, père émulateur, père formateur, patient expert, patient partenaire ressources. Et je suis convaincue que vous devez connaître d'autres dominations, et j'en arrêterai là, pour celle-là. Ces fonctions, de fait, reposent sur des savoirs expérientiels, et ces savoirs sont issus de différentes situations, comme l'expérience du handicap, de différentes pathologies, de la connaissance du système de santé, de l'accompagnement de personnes, d'observation, hein, des apprentissages ou des échanges détenus par d'autres partenaires en santé avec lesquels on va se croiser au fur et à mesure du temps. Si les savoirs expérientiels sont par nature et par définition issus de l'expérience de la conscientisation du vécu et de l'environnement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en réalité, excusez-moi, c'est en réalité aussi la sémantisation d'un travail d'élaboration personnelle, entremêlant à la fois des faits d'expérience de terrain, d'introspection, l'appropriation de contenus issus souvent de diverses sources comme médiatiques, scientifiques, techniques et autres. C'est aussi des savoirs construits à partir des observations de la vie ordinaire, l'écoute de l'opinion des personnes en lien avec le sujet de manière directe, comme les groupes d'échange dans les associations de patients ou les groupes d'entraide mutuelle, qu'on nomme aussi GEM, dans les associations de personnes accompagnées. Ou bien, de manière peut-être un peu plus indirecte, par des témoignages à l'écrit ou avec des vidéos qui peuvent servir à d'autres personnes vivant des expériences similaires, entre autres choses, et pas seulement. Et la construction de ces savoirs expérientiels sont donc un processus réflexif, déployé à partir d'une perception subjective dans un premier temps, qui peu à peu est objectivée par de nombreux apports venant de différents environnements. J'en bégaye. Nous pouvons donc constater que les savoirs expérientiels sont innombrables, parce qu'ils se construisent, comme je vous le disais, sur l'expérience de chacun au long de sa vie. C'est ce qui les rend indispensables et utiles dans l'ensemble des champs de la santé. En ce qui concerne le handicap, puisque c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, les personnes en situation de handicap développent des savoirs expérientiels qui sont définis souvent par Yves Gardien comme rares, puisqu'ils font partie ils ne concernent qu'une petite partie de la population, enfin, dans un premier temps. Demander à une personne avec un handicap visuel de s'investir sur l'aspect d'une salle d'attente, plutôt que de se concentrer sur la partie plutôt esthétique, comme pourrait le faire une personne sans déficience visuelle, elle va se concentrer plutôt sur des aspects qui peuvent parfois être éludés, comme le confort, les chaises, et ça c'est vraiment important, je vous l'assure, l'aménagement et pas que, l'aménagement des espaces pour une circulation fluide, toujours compliqué d'être assis derrière la porte et de recevoir à chaque fois les portes sur les jambes. La réduction des bruits sonores, qui est, me semble-t-il, un sujet aussi important lorsqu'on n'entend pas très bien.
ou bien l'emplacement des toilettes. Si elle est au fond du couloir, c'est pas toujours très simple. De fait, ces savoirs incluent une connaissance approfondie des barrières physiques, mais pas que, elles peuvent être aussi sociales, auxquelles elles sont confrontées, hein, généralement les personnes sur handicap, ou dans leur quotidien. Ainsi, des solutions créatives peuvent être faites par ces mêmes personnes pour les contourner. Il est vrai que les personnes en situation de handicap ont souvent une perspective singulière sur bien des aspects de la vie, et cela n'implique pas seulement cette modification du rapport aux autres et à la société, qui est souvent liée au regard. C'est aussi une modification du rapport au temps, à l'espace, à l'ensemble de l'environnement. Je reviens sur mon environnement qui est important, mais aussi à soi-même. Par exemple, faire un examen radiologique demande pour certaines personnes en situation de handicap une véritable organisation, comme prévoir les déplacements. Le temps de trajet n'est pas toujours le même du moment qu'on doit rentrer dans la voiture avec ou non un fauteuil, la situation du parking, s'il est loin du lieu, la place adaptée, puisque parfois, toujours avec un handicap physique, on a besoin de places beaucoup plus larges. Vérifier l'accessibilité, c'est aussi les cabines qui sont suffisamment larges, qu'elles doivent être suffisamment larges, autrement c'est difficile pour se déshabiller. La signalétique pour arriver jusqu'au lieu de rendez-vous, comprendre l'examen qui sera effectué, il est peut-être nécessaire d'avoir un interprète et puis selon la situation du handicap, savoir expliquer ses difficultés ou simplement appréhender le bruit des machines. Si je donne ces exemples concrets, c'est parce que vous imaginez bien qu'une patiente qui va faire une mammographie, en fauteuil roulant électrique, eh bien, elle va rencontrer d'innombrables, difficultés et de plus, certaines personnes en surhandicap sont dans l'incapacité d'adopter la position adaptée pour la réalisation de ces mêmes clichés. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est d'allier en fait différentes formes de savoir en créant des temps d'échange pour aborder différentes pistes de réflexion visant à dépasser ces difficultés ou à équilibrer ces mêmes difficultés rencontrées durant les différentes étapes pour arriver à réaliser la mammographie. Et les savoirs expérientiels sont de fait une véritable source à mobiliser dès le début. Néanmoins, le handicap, ce n'est pas seulement le phénomène qui s'extériorise physique, hein, c'est aussi une expérience intime, qui se mêle généralement à son sentiment d'identité. Et c'est pour ça que là, lorsque une personne en situation de handicap physique co-construit un programme d'éducation, par exemple un programme d'éducation thérapeutique, elle proposera rapidement d'y intégrer un atelier sur la vie intime, avec des éléments qui peuvent porter sur différents espaces de son quotidien. Et ça peut être des espaces ou de vie, hein, ça peut être aussi des espaces psychiques, penser le monde avec des modèles sociaux différents. Et si on revient sur les regards et les normes sociétales, d'être parfois aussi dépossédé de son intime lorsque les soins plus intrusifs ne sont pas compris ou mal expliqués. C'est aussi des espaces physiques, hein, on revient au corps, l'appropriation corporelle, car le corps a une dimension importante, hein, dans le handicap, mais aussi dans la maladie, hein. Et donc comprendre, le changement qui s'opère dans sa vie et dans son corps, c'est de redonner une véritable intimité physique et faire la différence entre le soin et le respect de l'intime. Puis aussi cet espace environnemental et social, et c'est aussi apprendre par exemple dans ces ateliers à délimiter des espaces dans son environnement qui appartiennent à la personne pour en disposer à sa guise. Et c'est très, très compliqué lorsqu'on est soigné ou lorsqu'on est en handicap parce qu'il faut pouvoir donner l'accord d'ouvrir ou non, de fermer à sa volonté ces lieux pour valoriser sa propre vie sociale, sa propre intimité, établir en fait des relations choisies et donc d'être dans les ateliers à l'écoute et à la compréhension et s'ouvrir à d'autres pour entretenir cette complicité et ces respects mutuels qui sont parfois très complexes à installer. Comme vous pouvez le constater, les échanges sur l'intimité dépassent généralement le simple recueil des symptômes, hein, parce que les savoirs expérientiels ne se limitent pas à une simple description de cette expérience. C'est aussi un vrai moment et partage et de vécu. Et en conclusion, vivre une situation de handicap, une maladie chronique ou un trouble en lien avec sa santé peut encourager les personnes à participer justement à l'analyse de leur parcours de santé, mais pas que, à tout ce qui peut l'englober. Leurs savoirs sont de fait nécessaires pour lever une série d'obstacles, améliorer la qualité des soins. Cela permet aussi au patient d'expliquer ses perceptions et de sentir que son avis sera pris en compte. Autrement, les savoirs expérientiels doivent permettre ainsi
d'apporter des solutions telles que les patients peuvent les concevoir en complémentarité des savoirs des professionnels de santé et je vous rem et voilà et j'en terminerai là et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.